dans le milieu local, et que donc ils arrivent chez nous, ou dans le milieu local galactique, ou dans le milieu local du vent solaire et du champ magnétique terrestre, et qu'en final, on se retrouve avec une information tellement dégradée qu'on ne peut plus dire d'où ils viennent. Donc on n'a pas de pointeur qui nous dise voilà la source de ce rayon cosmique-là. Et ça fait 100 ans que les gens se cassent les dents sur ce problème-là. Et dans ce contexte, Fermi a beaucoup à nous dire, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette grande carte, 80% du signal vient des rayons cosmiques. Ce sont les rayons cosmiques qui, en se promenant dans la galaxie, dans tous ces champs magnétiques qui les renvoient dans tous les sens, ils marchent au hasard dans cette galaxie, et en marchant au hasard, ils rencontrent du gaz sur leur route. Tout le gaz qui est entre les étoiles et qui donnera une nouvelle génération d'étoiles à l'avenir, il va rencontrer ce gaz, et à chaque interaction entre une particule de rayon cosmique et un atome de gaz, il va produire des rayons gamma. Et vous voyez ici la carte intégrée sur toutes les distances dans la galaxie de toutes les interactions des rayons cosmiques avec la matière interstellaire. Donc, il y a une information, si on savait combien il y a de matière interstellaire, on peut trouver combien il y a de rayons cosmiques à tel ou tel endroit de la galaxie, et évidemment, on ne s'en prive pas avec Fermi. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas combien il y a de gaz partout, donc il y a des incertitudes. Mais une des choses qui apparaît en ce moment, sur lequel on travaille, c'est que dans cette marche au hasard, ça on le savait, parce que c'est le seul moyen d'expliquer d'autres phénomènes qu'on avait mesurés par ailleurs en radio, c'est que les rayons cosmiques ne se confinent pas du tout au plan de notre Voie lactée. Notre galaxie est une spirale plane, avec plus ou moins 600 000 années-lumière d'épaisseur, et puis des centaines de milliers d'années-lumière de longueur, de diamètre. Donc il est clair qu'ils ne se confinent pas là. Ils vont dans leur marche au hasard, sortir de la galaxie, puis revenir pleuvoir un petit peu plus loin. Et donc, si vous prenez ici entre le centre de notre galaxie et le bord si tant est qu'on puisse définir le bord de cet objet, disons la périphérie, grande périphérie de notre galaxie, on s'attend, on va le voir dans un instant, à ce que les rayons cosmiques soient accélérés par les explosions des étoiles, les restes de supernova. Donc on a formé beaucoup plus d'étoiles dans les régions centrales, donc on devrait avoir plus de sources de rayons cosmiques dans les régions centrales. Et puis plus on ira à la périphérie, et moins on a d'étoiles, donc moins on a de sources de rayons cosmiques. Donc on s'attend à avoir un pic ici de rayons cosmiques, et puis si on s'éloigne à la périphérie, de perdre peu à peu les sources. Et donc on s'attendait à avoir un profil de rayons cosmiques qui suive un petit peu le profil des sources potentielles. Et on trouve un profil qui est beaucoup plus plat. Et là, j'ai même plutôt rapetissé les courbes. C'est-à-dire qu'entre le centre et le bord, on n'a même pas un facteur 2 dans la distribution des rayons cosmiques. En gros, on est dans un bain de rayons cosmiques, et ce bain est très doux, il n'a pas de contraste particulier, alors qu'on s'attend à ce que toutes les sources soient quasiment à l'intérieur, entre nous et le centre galactique, en grande majorité, et très peu à la périphérie. Donc ça veut dire qu'ils vont se promener, mais pour arriver à faire que cette courbe-là devienne celle-là, ben, il faut que vous ayez une marche au hasard qui vous emmène à des milliers d'années-lumière au-dessus du plan de la galaxie, puis qui vous fasse retomber un petit peu plus loin. Et ça, en moins de 10 millions d'années, on ne sait pas faire. Donc Fermi nous a dit, vous voyez les observations en rouge, vous voyez la prédiction qu'on peut faire pour passer de la courbe jaune à la courbe verte, passe par là grosso modo, mais il n'y a pas moyen qu'on fasse une courbe comme ça en ce moment, et plus on ajoute de points à cette carte, et moins ça va. Donc il y a une grande pluie de particules qui se promènent dans la galaxie, mais très haut au-dessus de la galaxie et en dessous de la galaxie, et ça ne va pas arranger nos affaires d'essayer de trouver quels sont les objets qui les accélèrent, parce que non seulement il y a un bain à l'intérieur du disque, mais en plus ils vont se promener un petit peu partout, donc on est très limité dans notre connaissance de où viennent-ils. Se demande même, ils sont galactiques, ça on le sait. En tout cas pour ceux de moyenne énergie ou de grande énergie, pas très haute énergie, ils sont galactiques. Mais à part vous dire qu'ils sont nés dans la galaxie, c'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Alors on suppose qu'ils sont nés, enfin qu'ils sont accélérés par le mécanisme du surfeur dont je vous parlais tout à l'heure, et ce mécanisme du surfeur qui est ici illustré par ces restes d'éjection, d'explosion d'étoiles. Ce sont des explosions d'étoiles qui ont eu lieu il y a quelques centaines ou même pas milliers d'années, parce que ce sont des supernovae historiques qui sont sur ces photos. Et vous avez des montages multicouleurs avec en rouge de l'infrarouge, en jaune de l'optique et en bleu des rayons X.
pour vous montrer, alors principalement en rouge et en jaune, vous voyez les éjectats, la matière éjectée pendant l'explosion de l'étoile. 80% de l'étoile est partie à l'extérieur, avec des petites vitesses qui vont de quelques millions de kilomètres heure quand même. Donc 8000 km par seconde, c'est un standard pour une explosion d'étoile. Et bordé à l'extérieur, puisque vous avez comme une grosse vague de matière qui va partir à 8000 km par seconde, qui va être à l'avant bordé par une onde de choc, bien évidemment, puisque tout ça c'est archi supersonique. Donc vous avez le boom supersonique à l'avant de l'explosion, que vous voyez très nettement en rayons X ici. C'est l'ourlet bleu que vous voyez ici. Ça, c'est vraiment l'onde de choc, la vague qui avance à quelques milliers de kilomètres par seconde à l'avant des éjectats. Et donc, cette onde de choc, ici, comme la vague du surfeur de tout à l'heure, a la capacité et a l'énergie de produire tous les rayons cosmiques, alors pas une seule, mais l'ensemble des supernovae qu'on sait avoir lieu, parce qu'on sait combien il y a d'étoiles dans la galaxie à peu près, et on sait quelle est la durée de vie typique des étoiles massives qui peuvent exploser. Donc on peut faire le calcul, et on sait qu'elles ont suffisamment d'énergie, et elles sont suffisamment fréquentes pour fournir la population de particules des rayons cosmiques. Mais on ne sait pas comment le mécanisme d'accélération fonctionne. Donc c'est un autre volet, on ne sait pas dans les bouts de ça, mais là c'est un autre processus, et on aimerait bien l'étudier de plus près. Alors comment il fonctionne? Il y a Frank Capra dans les années 60 qui a fait un film magnifique de vulgarisation. À l'époque, on prenait Frank Capra pour faire de la vulgarisation scientifique, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est moins bien. Donc, il avait fait, alors vous pouvez trouver le film sur Amazon ou équivalent, mais j'en prends toujours les petits personnages parce qu'ils sont adorables. Et donc, le principe est le même que celui qui consiste à regarder dans un match de tennis, quand vous avez deux joueurs qui montent à la volée. Si vous remarquez le prochain match de tennis que vous regarderez, vous allez me honnir parce que vous penserez à ça, vous regardez quand un seul joueur monte à la volée, ça va, celui qui est à l'autre bout du terrain, il arrive à rattraper la balle même si elle est très rapide. Mais si les deux montent à la volée, vous allez voir qu'au bout de 2 échanges, 3 c'est rarissime, ils perdent la balle. Parce que quand les 2 raquettes sont montantes, la balle est accélérée tellement fort qu'elle va trop vite et ils ont beau avoir les meilleurs réflexes du monde, ils sont incapables de rattraper la balle tellement elle est rapide. Et ça, c'est parce que quand vous avancez la raquette sur la balle, elle va repartir avec plus de vitesse. Et quand vous avez 2 raquettes convergentes, elle va arriver, puis elle va accélérer entre les deux, puis 2-3 tours, ça va être très rapide. Ce qui se passe ici, on n'a pas de joueurs de volley ou de badminton ou de tennis dans les races de supernova, par contre, on a des inhomogénéités du champ magnétique qui font office de raquette. Et l'onde de choc fait ça, c'est-à-dire que les particules, à chaque fois qu'elles vont traverser l'onde de choc, elles vont voir des raquettes convergentes arriver sur elles, elles vont faire 1, 2, 3, 10 tours, et plus longtemps elles resteront à jouer à cache-cache, à rentrer et sortir de l'onde de choc, et plus elles gagneront d'énergie. Et comme ça, on peut les emmener jusqu'à à peu près, sur le plan théorique, on doit pouvoir les emmener jusqu'à 10 000 millions d'électronvolts, à peu près. À peu près, 10 milliards, à peu près. On aimerait bien les monter à 1 million de milliards, mais ça ne marche pas. Pourtant, les observations nous indiqueraient que c'est plutôt ça qu'il faut prendre. Donc, ce jeu de volley ponctue l'énergie de l'onde de choc et fonctionne, l'énergie de l'onde de choc pour la passer dans les particules. Donc, c'est un moyen, puis après un moment, les portes s'ouvrent, quelque chose arrive qui fait que l'onde de choc s'effondre un peu plus et on lâche les fauves et ils vont aller se promener dans la galaxie en faisant des marches au hasard compliquées. Pourquoi c'est important pour nous de comprendre? Alors déjà là, on voit une image, vous voyez très bien l'onde de choc en rayons X ici. En rouge, vous avez la radio, c'est-à-dire que vous regardez les électrons qui ont été accélérés par l'onde de choc. En bleu, vous voyez aussi les électrons qui ont été accélérés par l'onde de choc. Les électrons en bleu ici sont des électrons de 100 000 milliards d'électronvolts, pardon. Et alors que les rouges sont des petits milliards d'électronvolts, tout gentils. Vous les voyez ici en rayons gamma. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est sur l'image des rayons gamma, est-ce qu'on est en train de regarder des électrons comme à gauche, puisqu'on sait que l'onde de choc accélère parce qu'on voit les électrons,
Mais est-ce qu'on est là en train de regarder le 1% des rayons cosmiques que sont les électrons, ou est-ce qu'on est en train de regarder les noyaux, qui sont 99% des rayons cosmiques? Et pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas. On n'arrête pas, et il y a des armées derrière qui ont observé pas mal d'objets comme ça, en disant c'est processus d'émission plutôt d'un noyau ou plutôt d'un électron, mais c'est très difficile de faire la différence. Si vous vous êtes gardé un secret pendant encore 15 jours ou 3 semaines, je pense qu'avec Fermi, on va annoncer que, pas pour celui-là, mais pour un autre, on a la preuve qu'on voit les noyaux et pas les électrons. Enfin, ça serait la première fois qu'on voit un accélérateur de rayons cosmiques. Ça ne fait que 100 ans que les gens essaient d'attraper cette information, mais et je vous dis, je pense que, disons que 80 chances sur 100, c'est juste. Maintenant, la nature est peut-être plus traître que ça, hein, donc, mais on pense qu'on les a attrapés enfin. Donc c'est une manière de voir, et on aimerait bien comprendre effectivement comment marche ce processus d'accélération-là, parce qu'il est autrement plus efficace que celui de LHC, mais surtout parce que, et on posait la question tout à l'heure, quelle est l'importance de ces particules dans la vie des étoiles, de la galaxie, etc. Ben, elle est importante parce qu'en fait, on s'aperçoit que toute l'énergie qui passe dans ces images-là, ça représente probablement 40, 50 ou 60% de l'énergie mécanique de l'onde de choc. C'est-à-dire que vous piquez à cette onde de choc plus de la moitié de son énergie pour la mettre sous les particules qui vont aller se promener, mais vous n'allez pas la restituer dans le milieu local. Et dans le milieu local, ça veut dire d'aller embêter le nuage d'à côté pour aller former des étoiles, parce que c'est ce qu'on pense qui initie la formation des étoiles, c'est d'aller perturber un nuage. Si vous laissez un nuage tranquille, il ne forme pas d'étoiles. Il faut aller le pousser pour qu'il déclenche de l'autogravitation et d'imploser pour faire des étoiles. Si vous enlevez la moitié des énergies partout pour aller dire « Ah bah attendez, il faut que je fasse des rayons cosmiques », c'est quand même quelque chose d'important. Vous allez changer l'onde de choc. On a des preuves en ce moment qui arrivent que les images en X ici montrent que la température derrière ici est beaucoup plus faible. Et quand je dis beaucoup, c'est 10 fois, 100 fois plus faible que ce qui était prévu. Parce que les rayons cosmiques ont piqué l'énergie. Donc vous n'allez pas réchauffer le gaz interstellaire de la même manière et vous n'allez pas impacter les générations futures d'étoiles de la même manière. Vous n'allez pas faire le mélange entre le gaz du milieu interstellaire et les éléments qui ont été fraîchement synthétisés par les étoiles, la façon dont ces éléments lourds, oxygène, enfin tous ces atomes qui sont autour de nous et qui forment le gros des atomes dont on a besoin pour vivre, qui sont passés par le processus de formation, de synthèse dans une étoile et de relâchement par les explosions d'étoiles, le mixing, enfin la façon dont ces atomes vont se remélanger avec le gaz pour donner la génération suivante d'étoiles et de planètes, sera complètement modifié si on met les particules ou pas les particules. Donc vous voyez que ça a un impact. C'est aussi pour comprendre l'accélération, mais c'est aussi parce que ces particules qu'on met sous le tapis depuis des années parce qu'on ne sait pas très bien les traiter, ont leur histoire dans la vie d'une galaxie. Et dans notre galaxie aujourd'hui, il y a un tiers d'énergie dans la lumière, il y a un tiers d'énergie dans le champ magnétique, il y a un tiers d'énergie dans les rayons cosmiques. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout un épiphénomène. Donc comprendre comment ils sont accélérés et surtout comment ils impactent l'évolution de leur accélérateur quand on a besoin de cet accélérateur pour faire autre chose, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez ici un vestiaire un petit peu de restes de supernova qui n'est pas très joli, ça vous montre la qualité des images. Avant c'était des images en rayons X, hein, c'était toujours très joli, X optique, on voyait bien que c'était joli. En image c'est plutôt patatologie et compagnie. Voilà, on commence à avoir quelques restes de supernova. Malheureusement, sans preuve réelle qu'on voit les noyaux cosmiques accélérés et probablement beaucoup d'électrons, sauf peut-être dans quelques semaines, quand on aura confirmé ce qu'on est en train de mettre sur pied. Mais ça ne fera qu'enfoncer une porte ouverte. Hein. Si les rayons cosmiques ne sont pas accélérés dans les réseaux supernova, je crois on sera bien embêtés. Parce qu'il n'y a pas d'autre objet dans la galaxie qui est assez nombreux et assez puissant pour le faire. Ah, quoique. Une autre surprise est arrivée avec Fermi. Alors celle-là, complètement inattendue, personne ne voulait le croire, grâce aux amateurs.
les amateurs détectent les objets qui changent dans le ciel, notamment les supernovae bien sûr, mais les novées qui sont nettement moins brillantes, qui sont des phénomènes thermonucléaires. Vous avez un couple d'étoiles, une étoile plus compacte, une naine blanche en l'occurrence, qui attire la matière de son compagnon, et la colonne de gaz qui vient s'imprimer sur l'étoile à naine blanche chauffe, se comprime et finit par atteindre les 10 millions de degrés de réaction thermonucléaire. Ça fait un flash nucléaire, tout le monde se calme et ça recommence un petit peu plus tard. Donc ici vous voyez une image prise en mars 2010 où il n'y avait rien avec Fermi. Les amateurs ont signalé une nova nouvelle. Évidemment, tous les gens qui font de l'optique des X et autres sont allés regarder. Et donc avant on n'a pas réagi parce que personne n'imaginait que ce sont des réactions nucléaires, vraiment nucléaires, c'est-à-dire qui donnent des rayons gamma de millions d'électronvolts, pas du tout les milliards d'électronvolts qu'on capte avec Fermi. Donc, il n'y avait aucune raison que Fermi voit quoi que ce soit. Et puis, en revenant dans les données, il y a un jeune qui s'est dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre là, et la seule chose qu'on a pu trouver dans la boîte, dans cette direction-là, c'était la nova en question, et depuis on a corroboré que c'est bien elle, grâce à la signature en variabilité. Vous voyez, quelques jours avant, et le jour où la nova a été visible en optique, on a le signal. Donc là, on a été quand même un petit peu pris à partie, parce que personne ne s'attendait à ce que ce type d'objet soit émetteur de rayons gamma, et en fait, ce qui se passe, c'est pas l'objet lui-même. Vous avez donc cette naine blanche qui attire la matière de son compagnon, donc qui déclenche une réaction nucléaire au sol localisée sur le point de chute, aux alentours du point de chute de la matière du compagnon. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une mini supernova, une toute petite supernova locale, avec éjection de matière. Ça part quand même à 44 millions de km/h, l'onde de choc, et vous avez donc cette onde de choc qui est symbolisée ici, et qui va jouer au ping-pong, très exactement comme l'onde de choc de la supernova. Simplement, elle va agir très vite, et on va pouvoir accélérer des particules ici en quelques heures, même pas, en quelques minutes, et ensuite quelques heures, et ça va durer quelques jours, et ensuite on perd le signal. Donc, on a en fait ici l'équivalent de ce qui se passe dans la grande explosion d'étoiles, en mini. Les énergies sont beaucoup plus faibles, ça n'est pas ça qui peut produire la totalité des rayons cosmiques de la galaxie, elles sont trop peu nombreuses, et surtout pas assez nombreuses en énergie pour fournir le budget de l'énergie des rayons cosmiques dont on a besoin, mais c'est un laboratoire formidable qu'on vient de trouver, parce qu'au lieu d'en avoir une par siècle dans la galaxie, on en a une ou deux par an. Donc ça vous permet d'avoir quand même, je veux dire, si on veut caler nos équations, on a quand même plus de chances de caler les équations sur celle-ci. Bon, il va falloir comprendre l'environnement, tester la lumière, tester tout ce qui se passe là. Mais en quelque sorte, c'est un scénario beaucoup plus fréquent pour tester nos processus d'accélération. Ils n'iront pas aussi haut en énergie, c'est vrai, il n'y a pas autant d'énergie, pas autant de place, pas autant de vitesse. Mais ça va nous donner quand même des moyens de test pour la partie de ping-pong qui se joue sur l'onde de choc. Et ça, c'est une totale surprise. Donc merci Fermi pour cette surprise-là. Alors, je vais continuer, parce que je n'ai pas regardé l'heure, vous allez me dire. Je vais continuer et finir sur les rayons cosmiques ici, avec une autre surprise que nous a fournie Fermi. Et là, j'étais ravie parce que j'ai eu droit à ça le 24 décembre, il y a 2 ans, donc c'était un joli cadeau de Noël. C'était de regarder, donc voilà le plan de la Voie lactée, on va aller regarder cette région ici. Alors, cette région est très connue, c'est la région du Cygne, dans la constellation du Cygne, vous la voyez tous dans le ciel d'été, presque au zénith, elle est magnifique. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est, parce que nos yeux en optique ne voient pas ce genre de phénomène, mais vous avez une des régions en ce moment les plus extraordinaires de la galaxie. C'est pas la seule, il y en a une dizaine de connues dans la galaxie, mais c'est une des régions les plus extraordinaires de la galaxie, parce que c'est elle forme des étoiles à tour de bras en ce moment. Donc, elle forme, vous avez ici une image composite qui vous montre le gaz qui est entre les étoiles, qui est un bleu verdâtre, gris, qui vous montre des points chauds blancs que sont des poches avec des étoiles massives, très massives, 4, 10, 20, 50, 70 fois la taille du Soleil, qui sont donc très lumineuses et qui envoient des rayons ultraviolets à profusion autour. N'allez pas là-bas, vous seriez brûlés net par les coups de soleil. Donc, et qui irradient en quelque sorte tout leur environnement, et ça fait des poches de gaz ionisés autour de ces cocons d'étoiles massives.
Ici, vous avez un reste de supernova, c'est une de ces étoiles massives, ou pas, elle est peut-être devant ou derrière, on ne sait pas, qui a explosé il y a 7000 ans, 8000 ans, et donc vous voyez qu'elle n'a pas du tout la même couleur dans ces images composites, hein, parce qu'elle a un rayonnement qui est principalement dû aux rayons cosmiques qui sont derrière, et pas du tout à des phénomènes thermiques, comme c'est le cas. Mais on peut déjà voir sur ce montage de gaz et de radio et de choses, on peut déjà voir que la région est très perturbée. Parce que vous avez ces étoiles massives ont non seulement beaucoup de lumière, toutes celles-là, je vous dis, ce sont des centaines de milliers de fois la luminosité du Soleil, donc elles vont chauffer énormément leur environnement, l'irradier avec des UV à profusion, mais en plus, elles ont des vents très puissants. C'est-à-dire qu'elles envoient une quantité de matière, de vent, comme le vent solaire, mais multiplié très fortement, dans le milieu environnant, à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, 1000, 2000 kilomètres par seconde. Donc c'est tout ça qui va former une espèce de jacuzzi géant là, qui va vraiment perturber l'activité de tout ce gaz autour et qui va déclencher de la formation d'étoiles parce que vous allez embêter les gaz d'à côté, mécaniquement, thermiquement, et donc vous allez le faire, les zones qui étaient un peu instables vont se mettre à imploser pour former des étoiles. C'est une région très jeune. Les étoiles que vous avez ici dans le cœur, vous ne voyez pas les étoiles, hein, on vous montre tout sauf les étoiles. Ces étoiles qui sont dans toutes ces poches ici ont quelque chose comme maximum 4, 5, 6 millions d'années. Donc ce sont de très jeunes régions. Et pour vous donner, nous, l'étoile la plus proche de chez nous, elle est à 4 années-lumière, à peu près. C'est une petite étoile toute gentille, on vient de lui trouver une planète d'ailleurs. Mais elle est toute mignonne. Ici, vous avez l'équivalent de la distance qui nous sépare à Alpha du Centaure. Vous fourrez des milliers d'étoiles, plusieurs